Salut tout le monde, bienvenue sur Le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo préféré. On parle de vélo professionnel, on parle de vélo amateur, on parle de tout ce qui touche au vélo sur Le Petit Plateau. Et pour parler de tout ça, eh bien, comme à chaque émission, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains. Salut Romain, tout le salut tout le monde. monde. Et alors, nous avons aujourd'hui un invité assez exceptionnel. C'est un peu le quatrième larron finalement du Petit Plateau aujourd'hui. Damien, je vais te laisser le présenter. Tous ceux qui suivent un peu le vélo vont reconnaître certainement, il y a un petit air de famille en plus. Donc, on a Axel Delis avec nous. Axel Delis, vous connaissez le nom. Axel, c'est le frère d'Arnaud. Axel qui a passé 2 années dans l'équipe développement de la Lotto, mais avec pas mal de courses, je pense, avec l'équipe A, hein. Et Ouais. Axel, tu as pris la décision ici de, je veux pas dire de prendre le vélo parce que tu vas encore rouler à vélo, mais en tout cas de quitter le monde professionnel. Et donc, première chose, grand merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. De rien, pas de souci, c'est avec plaisir aussi. Donc, je le disais, moi j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres vu que, quand on est un cycliste pro. Pour te dire, tu es notre premier cycliste pro. On n'a encore jamais Ouais. eu un cycliste pro sur le petit plateau. On a eu Rodrigo Benkens, on a eu Cyril Saugrad, donc on a eu des stars, entre guillemets, du cyclisme, mais on n'a encore jamais eu un Ouais. coureur. Et j'avais lu une interview que tu avais donnée dans Sudinfo où tu parlais un peu bah, de tes 2 années finalement. Et moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est finalement, c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que coureur pro? C'est un rêve qui se réalise, mais si tu devais sortir une chose euh, que tu vas retenir toute ta vie. Le titre de champion de Belgique d'Arnaud l'an dernier. Ah, Ok. Ouais, magnifique. je pense que c'est le plus beau. Ouais. Après, il y a plein d'autres souvenirs, hein, sur le plan sportif ou quoi que ce soit. La première année, quand j'ai la chance de faire les 4 jours de Dunkerque, la première étape, je roule presque toute l'étape en tête de peloton pour Arnaud. Bien sûr, Arnaud se casse la clavicule avec grosse chute, et donc ça, c'était un moment beaucoup moins sympathique. Mais au final, cette chute m'a permis de pouvoir faire d'autres choses sur le reste du tour. Et j'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça, on est bien d'accord. Mais ça m'a permis de faire d'autres choses, de découvrir d'autres façons de rouler. On n'avait plus de leader attitré, donc ça permettait de faire vraiment d'autres choses. Et je me rappelle toujours, j'ai un souvenir où je suis en train de parler avec Oliver Nassen. Et à ma gauche, j'ai Peter Sagan. Et à ma droite, j'ai Greg Van Avermaet. Et c'est juste ouf, quoi. On se dit, waouh, Sagan et Van Avermaet à gauche, à droite de soi, dans leur dernière année avant de prendre leur retraite, c'est quand même des moments magiques. Et après, là, j'en cite deux comme ça, mais il y en a plein d'autres. Et Ah oui. Sagan, Van Avermaet, justement, c'était des deux plus grands un petit peu de quand tu étais adolescent, je dirais. Est-ce que tu dirais que c'est les plus grandes légendes avec lesquelles tu as roulé dans ta carrière? Ouais, j'aurais aimé Cancellara aussi, Ouais, parce que j'ai toujours bien aimé ce coureur-là. Mais bon, l'air de rien, il a quand même arrêté au JO, c'est en 2012, c'est ça? 2018? 2016 alors sans doute à Ouais, ou Rio. 2016, ouais, c'est 2016, ouais. ça. Ouais. C'était vraiment pas. Il y aurait vraiment pas eu moyen de rouler avec lui. Mais autrement, ouais, je pense qu'il y a eu deux. Autrement, Gilbert, ça aurait été sympa aussi, mais bon, ça, Ouais. c'est autre chose. Et autrement, dans des stars plus jeunes, mais quand même top stars aussi, il y a Van Der Poel, il y a Van Aert, il y a Ouais. Remco, bien sûr. Ouais. Est-ce que dans un peloton, on sent un petit peu l'aura de ces coureurs-là? Est-ce que c'est vraiment les patrons du peloton ou pas forcément? Ça dépend des moments, parce que tout le monde parle un peu du respect envers les anciens, si on veut. Et je Mhm. pense que ça se faisait beaucoup plus avant que Ok. maintenant. Mais après, maintenant, dans le peloton, souvent, les plus vieux coureurs, ils ont toujours tendance à dire, oh, les jeunes, il n'y a plus de respect, machin. Mais bon, à un moment, si on arrive dans un sport où on est super élitiste, où Mm. chaque point stratégique est important, et si tu commences à faire des fleurs à tout le monde parce que lui, il a gagné une course, lui, il est chez lui, ça va plus. Mais c'est clair que je me rappelle, une des premières courses que Mathieu est champion du monde, une des premières courses qu'il est à Paris-Chauny. Et on est là, tu le regardes du coin de l'œil, tu fais, ouah, punaise, il est champion du monde, La et classe, toi, ouais. tu es là à côté et tu n'oses pas trop le regarder, tu n'oses pas trop le parler, enfin rien. Et donc, ouais, des mecs comme ça, c'est clair que ça reste toujours, mais je pense que sur les grandes courses, dans les moments importants, c'est un peu chacun pour soi, et il n'y a Mhm. plus de lui c'est Mathieu, je le laisse passer ou quoi, Ouais. parce que tout le monde est important, tout le monde roule pour une équipe, tout le monde a des objectifs et des obligations envers plein de choses au final. Et si on commence à se faire des fleurs dans tout le monde parce que c'est lui ou parce que c'est l'autre,
ça sert à rien, autant rester chez soi, quoi. Donc, C'est clair. Tout à fait. mais c'est clair que dans des moments plus cool, on va dire, ou quand il se passe pas grand-chose, ou que le peloton est vraiment décontracté, c'est clair que par rapport à des mecs comme ça qui ont des palmarès XXL, il y a quand même du respect et une certaine aura, ouais. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en introduction, hein, je disais, on parle, c'était un petit clin d'œil, on parle de cyclistes pros, de cyclistes amateurs également dans le petit plateau. On a eu la chance de recevoir Laurent Mars lors d'une émission de l'intersaison et on avait vraiment senti, hein, donc tu viens effectivement de ce club-là également, le CC Chevigny, on avait Ouais. senti qu'il y avait un réel esprit, plus encore que d'équipe, un esprit de famille, qui avait vraiment cette importance qui était axée aussi sur la camaraderie justement. Toi qui as justement goûté à la fois au cyclisme amateur et au cyclisme pro, est-ce que dans le cyclisme pro, tu retrouves malgré tout un peu cet esprit de camaraderie? Tu viens d'expliquer qu'il y avait effectivement une sorte de professionnalisme qui s'est installé où tout le monde finalement vient avec des ambitions. Mais est-ce que malgré tout, tu as pu retrouver cette camaraderie dans le peloton professionnel? Ben, pas avec tout le monde, bien entendu, mais c'est clair qu'avec certaines personnes, il y a des coureurs, au final, ça va faire, je vais avoir 26 ans, il y a des mecs, ça fait 10 ans que je les côtoie, quoi. Donc au final, même si on porte pas le même maillot, si tu t'entends un peu, que tu as un peu des affinités, bah, il y a quand même toujours un peu des camaraderies et un peu des liens qui restent là. Mais on joue pas au vélo, on joue pas au vélo, donc au final, on a beau être copains, tout ce que tu veux, il y a certains moments où on roule pour notre équipe et c'est notre équipe et nos objectifs de l'équipe qui sont le plus importants. Mais c'est clair que on le voit. Si on se rappelle, je ne sais plus sur quelle course, il y a quelques années, une échappée avec 10 Belges, là c'est vraiment un coup de camaraderie. C'est les 10 Belges qui se disent oh punaise, on va rire un peu, on va vouloir faire quelque chose et c'est 10 Belges qui sortent. Ça ne pouvait être que des Belges. Faire ça, ça ne pouvait être que des C'est ça. Mais donc, ouais, c'est clair qu'il y a quand même des coups de camaraderie avec des gens avec qui on a des affinités. On a des gens avec qui on va être certainement plus réglo que d'autres. On reste toujours. On essaye de toujours rester réglo, mais de temps en temps, il y a une petite porte qui se ferme. C'est quand même un peu des jeux et c'est malheureusement ou heureusement normal. Mais ça, ouais, ça dépend de plein de choses. Mais ça reste, après, c'est clair que par rapport au monde amateur, c'est totalement différent parce que dans le monde amateur, c'est un passe-temps. Tandis que dans le monde pro, c'est notre métier. Donc, mais il faut que ça reste quand même un jeu pour nous parce que il arrive un moment où, surtout les périodes hivernales et tout ça, quand il faut faire des 4, 5, 6 heures d'affilée, 2, 3, 4 jours d'affilée, si on ne prend plus de plaisir sur son vélo, si on n'a pas des copains avec qui aller rouler, ça peut vite prendre beaucoup de temps et ça peut vite prendre de l'énergie et on peut être vite dégoûté et être dépassé par ça. Donc, ouais, c'est clair que c'est important. Ouais, la notion de plaisir, ça revient avec tous les invités qu'on a eus, en fait, c'est vraiment quelque chose de primordial, hein. Ça revient de Laurent Mars, de Cyril Saugrin, toi tu nous le dis, tout le monde dit effectivement, parce que c'est un métier vraiment dur qui demande beaucoup de sacrifices, donc effectivement, je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir à côté. Moi, j'avais une petite question, Axel. Alors, c'est une question, j'espère, qui ne va pas te fâcher, parce que peut-être qu'elle pourrait être vexante, mais de toute façon, je vais prendre sur moi parce que autant je suis super content que tu aies accepté, autant tu as parlé de Fabian Cancellara, moi j'étais Team Bonnen, donc tu vois, déjà, il y a une petite fracture Ouais, entre je suis nous. super fan de Bonnen aussi. Est-ce qu'on entendait est-ce qu'on entendait le moteur du vélo de Cancellara quand on roulait à côté de lui? Ah ben non, tu n'as pas roulé avec lui, tu disais effectivement. Non, moi ma petite question, tu arrives dans le monde pro, Arnaud Delis est déjà une superstar en devenir, en tout cas chez nous en Belgique. Est-ce que c'est difficile d'arriver en tant que frère de... Je me dis, en fait, je me pose toujours la question, il y a eu d'autres exemples dans le cyclisme, notamment, on parlait de Sagan, il y a eu le frère aussi. Est-ce que d'un côté, je me dis, peut-être ça peut ouvrir des portes, et d'un autre, je me dis, oui, mais est-ce qu'on n'attend pas autant du frère que de la superstar, et donc est-ce que c'est pas difficile d'arriver en tant que frère d'eux? Pour mon cas, j'ai rien vu de négatif ou de difficile. Okay. Parce que j'arrive quand même un peu par une porte différente d'autres personnes. Déjà, je suis 3 ans plus vieux qu'Arnaud. Donc, Arnaud, il a fait une année espoir, puis il est arrivé 1 an chez les pros. Donc, je suis arrivé chez l'auto en 2023. Donc, en 2022, il faut savoir que j'avais fait le choix de passer en Elite 3.
donc devenir vraiment amateur. Jusque-là, j'étais toujours Elite 2. Donc, on est encore entre les deux, si on veut dire ça comme ça. Et en fait, j'avais fait le choix de passer amateur en Elite 3 parce que j'avais l'objectif d'acheter une maison. Enfin, j'avais d'autres projets que faire du vélo, en fait. Et puis, je ne me donnais pas les moyens pour pouvoir performer en Elite 2. Je roulais 8-10 heures, mais 8-10 heures en Elite 2, c'est presque rien au final. Parce qu'en Elite 2, au final, les mecs, ils roulent presque autant que des pros, parce que la plupart ambitionnent de passer pro. Et donc, voilà, ça avait été mon choix pour 2022. Au final, j'ai pas pu acheter cette maison. Et donc, vu que le temps que j'avais prévu pour acheter la maison et y travailler, je l'ai passé à rouler. Et puis en Elite 3, ça se passait bien. Puis un beau jour, Arnaud me dit: oh punaise, Axel, t'as pas le niveau pour être en Elite 3, t'es trop fort pour aller là. Je dis: oh, c'est bon. Et puis il me dit: écoute, ça allait être le champion de Belgique. Il me dit: si tu fais podium, tu montes Elite 2. Je fais: de toute façon, je ferai pas podium. Au final, je fais 2. Donc, pas le choix. Je suis remonté Elite 2. Et puis là, en passant Elite 2, franchement, ça se passait vraiment bien. Ça a été ma meilleure année en Elite 2, enfin toute la fin de saison. Et puis, dans la discussion et la négociation du contrat d'Arnaud, en gros, concrètement, il a dit que j'étais quand même important pour lui, parce qu'on roulait beaucoup ensemble, et des partenaires d'entraînement, c'est quand même important. Et il était convaincu que je pouvais avoir ma place chez les pros. En plus, en 2023, l'Auto, c'était plus un club, ça passait une équipe continentale, parce que j'étais plus 23, donc autrement, j'aurais pas pu y aller. Mais du coup, tout se mettait vraiment, enfin, comme si c'était prévu que ça se passe comme ça, quoi. Et puis du coup, j'étais à temps plein dans un magasin de vélo chez Bike for All, à Neuchâteau. Et donc en 2023, je suis arrivé chez l'Auto, je suis passé à mi-temps au magasin. Je voulais pas arrêter complètement le magasin parce que je voulais garder une sécurité au cas où, parce que du fait que j'arrivais un peu d'une façon, on va dire, bizarre chez les pros, enfin, on va appeler ça les petits pros, mais on était quand même déjà pros, je voulais garder une sécurité quand même au cas où. Et en 2023, au final, ça se passe vraiment bien. Vu que je crois pas que l'équipe avait spécialement des grandes attentes au niveau de moi, parce que j'étais plus un peu un joker, dans le sens, si ça se passe pas bien, tant pis. Au final, il nous a juste pris une place un an, mais c'est pas non plus dramatique. Et au final, je pense que j'ai été une bonne surprise, ça s'est bien passé. Mon évolution a quand même été constante, tout ça, tout en sachant que je travaillais toujours à mi-temps sur le côté. Donc, l'équipe était, on va dire, assez laxiste avec ça, dans le sens où elle comprenait que je pouvais avoir des jours moins bien ou des choses comme ça, parce que je ne faisais pas le métier à 110% comme les autres pouvaient le faire. Et donc, c'est pour ça qu'en 2024, du coup, je suis passé à temps plein. Du coup, dans l'équipe, j'ai arrêté de travailler. Et là, c'est plus moi qui ai été un peu déçu de moi-même, parce que je me suis peut-être mis trop la pression, j'ai peut-être voulu faire trop bien. J'étais convaincu que j'étais plus fort que l'année avant, mais ça ne s'est pas spécialement mis comme j'en avais envie. Et l'équipe a eu certainement un peu plus d'ambition par rapport à moi, un peu plus d'attente. Mais autrement, oui, concrètement, je ne pense pas que. Enfin, j'ai jamais ressenti que c'était un frein d'être le frère d'Arnaud. Les coureurs avaient juste à regarder mon Pro Cycling Stat, ils voyaient quand même bien que j'avais pas le même niveau que lui. Et dans le rôle que j'avais, j'étais simplement équipier, ce qui est déjà très bien, hein. Si j'avais pu faire une bonne carrière d'équipier, ça aurait été très cool aussi. Mais le problème général, c'est que j'étais à la limite d'être assez bon. Un jour, je l'étais, le lendemain, je l'étais pas. Et il aurait fallu que je sois plus constant dans mes performances, être plus constant et meilleur dans les côtes. Enfin, avoir 3, 4, 5%, je sais pas réellement le quantifier, mais être un peu meilleur pour réellement avoir ma place là. Mais du coup, ouais, concrètement, je ne vois que les aspects positifs d'être le frère d'Arnaud. Et je me rends compte que sans avoir été son frère, j'aurais certainement pas vécu ça. De un, parce que je m'étais jamais donné les moyens de pouvoir arriver là. Et de deux, parce que dans ma tête, oui, devenir pro, ça a toujours été un rêve, comme tout garçon ou fille, hein, toute personne qui fait du vélo quand il est jeune. Tout le monde regarde le Tour de France, tout le monde rêve de ça. Mais pour beaucoup, c'est qu'un rêve, un rêve fou, quoi, si on veut. Et je pense que pour mon cas, pour ma part, c'était le cas aussi. C'était plus un rêve fou et c'était pas forcément un rêve où je voulais mettre tout en œuvre pour le devenir.
Et ça est arrivé sur le tard, et je suis très content d'avoir saisi l'occasion, d'avoir essayé. Et voilà, le chemin a fait que ça s'est arrêté, mais sans aucun regret, je sais pourquoi je l'ai fait. Et voilà, mais ouais, concrètement, aucun aspect négatif d'être le frère d'Arnaud. Et au final, donc tu fais un pas entre guillemets «en arrière», c'est-à-dire que tu reviens vers effectivement le niveau, en dessous. Qui est le plus déçu, toi ou Arnaud justement? Tu disais, hein, que Arnaud a dit que tu es quelqu'un d'important pour lui. Est-ce que pour lui, le fait voilà, de redémarrer cette saison, pardon, sans son frère, est-ce que, c'est quelque chose qui le titille un peu, tu penses? Ben, je vous avoue qu'on n'en a jamais réellement parlé. Ah bah, En fait, Arnaud comprend ma décision et c'est oui. pourquoi je le fais. Et en fait, il se rend compte que j'étais pas là, si on veut dire ça comme ça, pas vraiment à la hauteur. Enfin, que j'étais pas assez constant pour pouvoir être dans ce milieu-là. J'avais aussi quelques soucis dans le peloton parce que ça frotte quand même beaucoup et tout ça. Et c'est quand même des petites choses sur lesquelles j'aurais dû être peut-être un peu meilleur. Après, franchement, j'ai fait des formations avec une dame qui m'a fortement aidé là-dedans. J'étais voir du coup une psychologue qui m'a vraiment bien aidé là-dedans et ça allait vraiment mieux et tout ça. Mais il aurait encore fallu être encore un peu plus. Et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de risques. Et pour Arnaud, par exemple, il y a certaines choses, c'était pas un risque, mais moi je le trouvais parce que au final, on a tous une définition différente du risque. Ça, c'est comme dans plein de choses. Et donc, ouais, au final, on n'en a jamais réellement parlé avec Arnaud. Il comprend pourquoi je le faisais. Et au final, c'est mon choix et on va dire, ça ne tient qu'à moi. Et puis, l'air de rien, en 2024, on n'a pas pu rouler beaucoup ensemble. Nos programmes se sont pas fortement, enfin, pas vraiment bien agencés pour qu'on roule ensemble, tout ça. J'ai roulé beaucoup plus avec la Devo, j'ai pu rouler moins avec les pros, rouler dans un rôle différent parce qu'en 2023, j'ai quand même pu rouler beaucoup en tête de peloton. Et au final, c'est quelque chose qui me convenait vraiment bien parce que quand on roule en tête de peloton, on ne doit pas frotter. Ensuite, quand tu roules en tête de peloton, ça te permet de. En fait, on ne sait pas vraiment quantifier ton boulot et juger la qualité de ton boulot. Parce que ça dépend de l'échappée qu'il y a, ça dépend de si tu as des autres mecs avec toi pour rouler, ça dépend de la situation de course, ça dépend vraiment de plein de choses. Et au final, on ne va pas te dire, ah ouais, tu dois rouler X temps à X watts. C'est plus, en fait, faire un peu acte de présence en tête de peloton, parce que tant que tu es en acte de présence et qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui est là-haut devant, même si tu roules peut-être moins fort que les autres mecs, tant que tu es là, ton équipe peut garder la position, tu restes à l'avant de la course. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et au final, c'est quelque chose. Je ne suis pas le mec qui a les plus gros chiffres, ça c'est clair et net. De toute façon, maintenant, avec Strava, on sait vraiment tout voir. Donc, même s'il y a de plus en plus de coureurs qui sont obligés de cacher leur watts sur Strava, Ouais. parce que, par exemple, Visma a des mecs qui analysent les Strava de tout le monde. Donc, ça, c'est embêtant, mais bon, ça, c'est comme ça. Mais donc, ouais, c'est clair que j'étais pas le mec le plus fort. Mais ouais, je sais pas, j'arrivais à le faire correctement quand même. Et c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et ça, je suis un peu déçu qu'en 2024, j'ai eu moins l'occasion de le faire. Mais au final, Arnaud faisait toutes les grandes courses World Tour, et ça, je ne pouvais pas les faire, du fait que j'étais en Devo. Avec la Devo, on ne peut pas rouler les World Tour. Et on n'avait plus un deuxième sprinter comme Ewan pour faire les petites courses. Et donc, c'était embêtant d'aller mettre quelqu'un pour rouler en tête de peloton alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, j'ai pu vivre d'autres choses avec la Devo qui étaient très bien, hein, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Tu parlais de ton rôle d'équipier. J'allais justement te lancer, Alexis. Ok. J'allais dire, Alexis, nous, on adore les équipiers, justement. Tu parlais, si j'avais pu faire déjà une carrière d'équipier, mais même le déjà, moi, je le bougerais même parce que nous, on adore les équipiers. Quand on voit des Benoît, des Wellens, quand ils sont dans l'ombre, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est déjà super fort, hein, ça. Ah ouais, c'est hyper fort. Oui, parce que là, je te parle des meilleurs équipiers. Ouais. Et je voulais lancer Alexis parce que je sais que c'est une matière une matière, je trouve pas Thématique. le mot, voilà, une thématique. Ouais. Merci Romain Surtout qui l'intéresse. Tu nous parles des One, donc ça me fait penser à une question que j'ai depuis 2 ans, je pense. On sait qu'il y a des leaders qui ont leur super lieutenant préféré, comme par exemple Remco, il a Vervac, Pogacar, il a Novak. Voilà, c'est pas ceux qui vont les amener le plus loin possible en montagne, mais c'est peut-être ceux qui vont cocher en premier s'ils doivent choisir une équipe, quoi, tu vois. Donc, moi, je me demande, est-ce que des équipiers, ils essayent un peu de calquer leur qualité
autour de leur leader. Et je prends par exemple l'exemple de l'auto il y a quelques années. Est-ce que les boissons pilotes, ils vont plus essayer de performer autour d'Arnaud plutôt que d'Ewan, justement, parce qu'ils savent que leur futur contrat va plutôt se jouer avec Arnaud et pas avec Ewan? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse. Ok. Je me dis que ça pourrait ça pourrait être un choix logique et stratégique. Après, ben, c'est les affinités qui font que avec certaines personnes, il y a une genre d'alchimie, ça se passe vraiment bien et tout. Avec d'autres, pas du tout. Mais ouais, je me dis que ça devrait pouvoir être logique, Mhm. mais j'ai pas forcément la réponse, je sais pas du tout. Ouais, ça je sais pas. Et est-ce que, bon, toi tu aimes beaucoup ça, tu nous disais être équipier, mais est-ce que parfois ça peut être un. Voilà, nous on aime beaucoup ça, mais c'est vrai que pour le grand public, parfois c'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur, le rôle d'équipier. Est-ce que c'est un peu compliqué parfois? Est-ce que pour se motiver, on s'y prépare comment à ça? Ben, c'est vrai que quand on parle parfois avec des équipiers, mais qui ont été leaders avant, Ouais, ou qui ont eu du moins l'ambition d'être leader, ben, ces gens-là disent parfois, ah ben, ouais, j'ai du mal à me remotiver et tout, parce qu'au final, ben, tu roules pas pour toi, tu roules pour ouais, quelqu'un. Et se mettre misère à l'entraînement pour rouler pour quelqu'un, c'est ça. si en plus le leader à la fin termine pas le boulot, c'est vrai que ça peut être frustrant. Mais bon, On ça, par- De qui on parle, je sais pas. Non, je parle en général. Parce qu'au final, je pense que le seul leader qui termine le boulot à chaque fois, presque, ben, c'est Pogacar. Donc, C'est clair. autrement, presque tous les autres leaders ben, se trouvent au moins une fois de temps en temps. Donc, Bien c'est sûr. Ouais, normal. mais Parce je que, me permets de t'interrompre, Axel. Je pense que aussi, là, on fait des sous-entendus. Généralement, on est bienveillant, mais on va quand même dire les choses. Nous, ce qui nous a gêné à l'époque, Caleb Ewan, c'est pas qu'ils terminent pas le travail. Tout le monde peut pas gagner. C'est qu'une fois qu'ils voyaient que c'était perdu, ils se battaient pas pour Ouais, aller faire une deuxième, une c'était ça troisième ma petite place. Et blague. Mais- ça nous a un peu embêté avec Ewan ici sur le petit ouais, plateau. ben, Mais après, bah, voilà. Caleb, depuis qu'il a quitté l'auto, enfin, il vient de faire quand même beaucoup d'équipes. Donc, Ouais. Tout à fait. quand ils ont cassé le contrat avec l'auto, enfin, tout le monde en a quand même un peu, enfin, pas tout le monde, mais une grande partie a quand même été cassé du sucre sur l'équipe en disant que c'était pas normal, enfin, en disant plein de choses au final. Et des gens, ben, c'est le problème des réseaux sociaux maintenant. Beaucoup de gens parlent pour des choses qu'ils connaissent pas et c'est les réseaux sociaux. D'un sens, c'est une beauté, d'un autre sens, c'est super malsain, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et au final, ben, J. Cole lui a redonné sa chance. Ben, ils sont quand même cassé le contrat. Et là, Ineos lui redonne et on verra ce que ça donnera. Mais ouais, je sais pas s'il y a grand chose à dire. Bah non. Mais c'est vrai que. Les Ouais. résultats ont donné raison à l'auto, hein, quelque part. Ah Donc, ben ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est clair que c'était frustrant de se dire oh, on met toute une équipe pour lui et au final, après 30 km, il abandonnait. Et... Mhm. Ah Mhm. ben voilà, on venait sur une course toute plate avec un sprinter. Ah, ça m'est arrivé une ou deux fois, j'étais là simplement pour rouler en tête de peloton. Ah ben après 30 km à la radio, c'était ah ben Caleb a mal au genou, il a abandonné. OK. Bon ben on va changer les plans. Mais Et ouais, c'est comme ça. ouais, pour rebondir sur la question de Damien et quelque part aussi un peu celle d'Alexis, tu l'évoquais, hein, donc toi, ton job était vraiment, en tout cas la première année, de rouler en tête de peloton. Ouais. On sait que c'est un peu ingrat dans la mesure où effectivement, et Alexis l'a souligné, c'est ce qu'on ne voit pas à la télévision, c'est ce qui se Mhm. passe bien souvent avant la prise de direct même. Est-ce que entre les équipes différentes, c'est-à-dire pas forcément avec tes équipiers à toi, mais avec les équipiers qui avaient ce même rôle dans les autres équipes, il y a des accointances finalement qui peuvent se former parce qu'on se retrouve justement à, entre guillemets, larbiner avec deux, trois mecs sont aussi dépêchés en tête de peloton et on sait que là on est parti pour 100 km à maintenir les 3 minutes Mhm. de l'échappée et il y a peut-être aussi des affinités qui se créent à ce niveau-là. Bah, c'est clair que allez, si peu tu fais un tour de 4 5 6 jours et que bah, au final on va se retrouver les 3 4 cons là, d'une étape à faire la même chose tous les Tu jours. passes plus de temps avec eux qu'avec tes propres coéquipiers Ah ouais, finalement. bien sûr. Donc, Bah, en fait, quand tu fais ça et si peu tu as au final la chance de le faire 3 4 5 jours d'affilée, bah, la chance ou pas la chance, mais que tu le fais du moins, c'est vrai que tu te retrouves décalé par rapport à tout le reste de l'équipe parce que en fait, une course comme ça dans laquelle où tu as un leader qui va faire le sprint et que tu sais que tu vas contrôler l'étape,
En général, le schéma classique de cette étape-là, ça va être la première heure, ça roule à bloc, où là, on est 2, 3, 4 de l'équipe à être désignés pour, en gros, se mettre dans une bonne situation. Et ça, en général, au briefing, on se dit, voilà, cette équipe-là, cette équipe-là et cette équipe-là, elle risque de vouloir contrôler aussi. Donc, en gros, on veut ces 3 équipes-là, on ne veut pas qu'elles soient dans l'échappée. En général, eux, ils ont le même briefing avec les 3 autres équipes, dont nous, quoi. Et donc là, c'est à nous à se dire, voilà, une échappée facile à contrôler, 5 coureurs max, pas cette équipe-là, pour avoir des alliés pour pouvoir rouler, ou au moins pas avoir des équipes trop fortes devant, parce que plus les gars sont forts dans l'échappée, plus c'est dur de les contrôler. Donc, en général, c'est souvent les petites équipes qu'on laisse aller. Enfin, petites équipes, celles qu'on dit petites équipes, mais qui sont déjà des grosses équipes aussi. Hein. Et puis, du coup, en général, la première heure, ça fait un peu la guerre pour que l'échappée se forme, mais nous, pour être sûr d'être dans une bonne situation. Ensuite, quand la bonne situation est, si on est dans une bonne situation, imaginons 4-5 gars devant, pas des grosses équipes, là, en général, c'est arrêt pipi. Parce que nous, on sait que pendant 100 ou 120 ou 150 km, on ne saura plus faire d'arrêt pipi. Donc là, en général, arrêt pipi, puis 2, 3, 4 minutes, ça dépend de la force de l'échappée, ça dépend de plusieurs choses, mais on se laisse un gap en gros. Et puis à un moment, tu en as un qui commence à rouler, puis tu essaies de trouver des alliés dans le peloton, ça c'est tes autres équipiers qui font ça. Et puis de temps en temps, on te demande, tu veux un bidon? Oh ben oui, on t'amène un bidon, et tu fais toute l'étape là-bas tout seul devant, un peu comme un con au final, et avec les 3-4 mecs des autres équipes, avec nos équipes respectives derrière, et puis le reste du peloton. Mais c'est clair que c'est un métier un job un peu ingrat, mais je trouvais ça super satisfaisant parce qu'au final, pendant 100 ou 150 km, enfin tout le temps qu'on restait là en tête de peloton, tu traverses les villages, tu entends du bruit, tu entends les gens qui t'acclament et tout, et en fait, tu as juste l'impression que c'est pour toi. Alors que non, c'est pour le peloton, mais vu que tu es le premier, tu es là dans les T'es en 3-4 tête. premiers. T'es sur les photos des gens et tout ça. Ouais, tu es sur les photos des gens, tu as toujours plein de photos sur Photo News pour ne citer que, mais il y en a d'autres. Parce que tu es là, tu es super facile en fait. Et, et au final, tout le monde parle quand même de toi parce que tout le monde voit que tu as roulé et si peu, tu as un jour où tu as été un peu bon ou que l'échappée n'était pas trop dure, à 20 km, tu es toujours en train de rouler. Et donc, c'est oui, il roule quand même depuis X kilomètres en tête ou quoi. Et au final, si résultat il y a à la fin, tout le monde te voit que tu as roulé 100 km en tête. Et ça, c'est quand même sympa. Après, quand tu l'as fait un jour, 2 jours, 3 jours d'affilée, après, tu es dégommé, mais ça, c'est un autre problème. Mais non, franchement, moi, c'est quelque chose que j'aimais vraiment bien faire. Et je le trouvais pas spécialement ingrat. Genre une carrière à la team de Clerc, ça aurait été génial, hein, mais bon, il manquait quelques watts pour faire comme de Clerc. Et maintenant, alors, c'est quoi du coup maintenant ta nouvelle vie? Ma nouvelle vie, je suis retourné chez Bike for All à Neuchâteau, dans un magasin de vélo. Après, je parle de Neuchâteau, mais il va y avoir un nouveau magasin à Arlon où on ne va vendre que du Specialized, et c'est là que je vais aller. Donc, ça sera le Bike for All, enfin le Specialized, futur Specialized Store, on espère, à Arlon. Je vais aller là. De base, c'était comme mécano. Finalement, je vais peut-être faire un peu des études posturales aussi. Et je vais quand même rester un peu vendeur parce que de un, j'aime ça. Et puis, j'ai un nom qui est quand même assez connu dans notre province et qui est quand même important. Il y a quand même des gens qui aiment parler avec moi ou qui sont intéressés de parler avec moi du fait de ces 2 années-ci. Faut pas se le cacher. C'est vrai que il y a quand même beaucoup Nous de les gens premiers, regarde, donc tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a vous, il y a plein de gens que ça intéresse et au final, je sais pas si je suis plus crédible que quelqu'un d'autre parce que c'est pas parce que j'ai été à ce niveau-là que je connais tout ou que je sais mieux que tout le monde ou quoi que ce soit. Il y a des choses que je peux connaître ou je peux simplement parler de choses que d'autres n'ont pas vécues et c'est quand même important que du moins les gens qui sont intéressés de parler avec moi puissent continuer à le faire. Et sur le vélo, je pense que tu retournes au CC Chevigny, Ouais. que tu réintègres, donc le club formateur. C'est en dilettante ou c'est vraiment dans l'option de faire une saison pleine finalement à ce niveau-là Euh, aussi? Plutôt en dilettante. Ouais. Parce que j'ai pu acheter une maison. En fait, ça a été ça le dernier déclic. J'étais pas encore
convaincu de ce que j'allais faire. Donc là, on est au mois de septembre l'an dernier, quoi, et je ne savais pas encore exactement. J'attendais un peu ce que l'équipe allait me donner comme proposition ou pas. Après, ça a un peu traîné. Ils n'étaient pas super offrants, ils n'étaient pas super sûrs d'eux, à mon avis. Et puis, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une offre pour acheter une maison. Et quand l'offre a été acceptée, je me suis fait ah, mince. Ça, c'est ce que j'ai Faut le envie, remettre en état. mais j'ai envie de continuer le vélo. Mais à côté de ça, l'équipe, elle me proposait un contrat de 2 ans. Les banques, c'est quand même des prêts sur plusieurs années. Et donc, il faut quand même assurer un peu ses arrières, si on peut dire ça comme ça. Et au final, le métier où je suis actuellement, je le connaissais, je savais ce que c'était. Il y avait un nouveau challenge du fait que j'allais changer d'endroit, travailler avec une autre marque. J'ai jamais eu l'occasion de rouler en Specialized, c'est quand même une marque fort connue du monde du vélo. Et voilà, c'était vraiment un nouveau challenge et ça me plaisait vraiment beaucoup. Et puis j'avais la sécurité du fait que je suis en CDI et donc pour aller voir les banques, pour faire tout ça, c'était quand même plus serein. En plus, c'est une maison à rénover. J'ai toujours rêvé de rénover quelque chose. Et la rénovation en étant professionnel, c'est pas super compatible. Et donc concrètement, ouais, je retourne au Chevigny parce que arrêter le vélo, je ne saurais pas. Surtout en travaillant dans un magasin de vélo, c'est totalement impossible. Mais j'y reprends quand même une licence Elite 2 parce que descendre en Elite 3, non, c'était pas compatible non plus. Ça n'aurait pas été. Même si au final, je roule que 6-7 heures maximum semaine. Et c'est parce que je fais quand même pas mal de vélo taf que j'arrive à ça. Donc je m'entraîne vraiment plus beaucoup du tout. Enfin, plus beaucoup pour certaines personnes, 7 heures semaine, c'est quand même déjà beaucoup, mais pour moi, c'est plus grand chose du tout. Mais concrètement, des courses routes, je pense pas en faire énormément. J'ai vraiment dit au club et à Laurent, faut plus me voir comme un joker. Imaginons sur une course ou quoi que ce soit, il manque quelqu'un, vous êtes embêté, à ce moment-là, je peux être disponible. Mais par contre, il y a les 4 marathons VTT, parce que j'aime quand même bien le VTT, ça je compte les faire aussi. Mais je sais que j'aurai pas le même niveau que l'an dernier, et je sais que l'an dernier, j'ai eu la chance de gagner la première manche, je gagnerai certainement pas la première manche cette année. Mais voilà, ça c'est pas grave. C'est continuer à faire du vélo, vraiment pur plaisir. Après, c'est clair que quand on a fait du vélo à haut niveau et que ça a quand même fait une grosse partie de nous, on essaie de le faire correctement, mais c'est vraiment plus du tout la priorité. La priorité, c'est la maison, la rénovation, mon boulot, et puis s'il reste du temps pour le vélo, j'en ferai. Et je descendrai certainement en Elite 3 l'an prochain ou dans 2 ans, parce que je ne saurais plus rouler sur mes acquis des 2 années passées. Parce que si on ne l'entretient pas, ça descend quand même. Donc voilà, c'est. Mais ouais, et aller ailleurs qu'au Chevigny, c'était impensable parce que au final, le Chevigny a toujours été là pour moi. Laurent, même quand j'ai été chez Lotto, on a toujours continué à aller rouler ensemble. Alors, je ne vais pas dire qu'on se voit toutes les semaines, mais c'est presque ça. Donc pour moi, ça me paraissait logique de retourner là. Ouais. Et toi non plus, tu n'as jamais réussi à prendre un sprint aux pancartes à Arnaud? C'est quand on a eu Laurent Mas, il nous a dit on a tout essayé, on lui a jamais pris un sprint à Arnaud. Je crois que j'ai battu qu'une seule fois Arnaud. Et à mon avis, j'ai démarré avant, c'est pas possible autrement. Ouais, mais en fait, tu as réussi, parce que lui nous avait dit personne, donc tu es peut-être le seul qui a réussi à prendre un sprint à ton frère. C'était pas sur un sprint pancarte avec le Chevigny, je crois que c'était une fois, nous deux. Et ouais, je me rappelle, c'était faux plat montant, là, comme ça. Enfin, cuvette, faux plat montant. À mon avis, j'ai démarré avant, c'est pas possible. Je crois que j'ai fait le meilleur sprint de ma vie sur 10 secondes et il devait être moins bien ou je sais pas, il a déraillé, je sais pas c'est quoi le truc. Mais je me rappelle l'avoir battu, mais c'était vraiment juste. Hein. Puis je lui ai fait, je pense que j'ai gagné, il me fait oui. Même s'il a déraillé, c'est un exploit. Il bat des pros sur une jambe, donc tu t'imagines. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que tu as encore le temps, est-ce que tu prends encore le temps de regarder à la télévision le cyclisme qui était le tien finalement il y a encore quelques mois, quelques même semaines d'ici? Là, actuellement, c'est pas évident parce que du fait que le magasin à Arlon n'est pas encore fait, parce que l'ouverture du magasin, normalement, est pour le 15 mars, aux alentours du 15 mars. Donc, en fait, je suis encore un peu électron libre, que ce soit à Neuchâteau et à Tinty, parce qu'il a 2 autres magasins. Et donc, je ne suis pas forcément au magasin, à l'atelier, à 5 heures devant l'ordinateur pour pouvoir voir la fin de la course. Et par contre, c'est vrai que le soir, je ne prends pas le temps de regarder ça. Enfin, oui, il y a parfois certaines choses.
la course d'Arnaud, ça, je la regarderai. Mais autrement, d'autres courses, pas spécialement. Après, dimanche après-midi, Almeria, oui, là, j'ai regardé. On est le dimanche après-midi, j'ai été rouler le matin, et puis l'après-midi, tu fais 2-3 babioles. Enfin, 5 heures, 5 heures moins le quart, tu viens pour regarder la course, mais autrement, pas spécialement, parce que ça se met pas forcément avec. Mais autrement, oui, quand j'ai l'occasion de regarder, j'aime regarder. Avant, c'était vraiment presque un peu une obligation, que là, c'est un peu différent, je suis un peu plus laxiste avec tout ça. Je vous propose, si vous avez plus de questions à Axel, je vous C'est propose parfait. que... Vas-y. Ben voilà, ok. Je sais Axel, vers où tu tu vas, c'est restes, nickel. ouais, tu restes avec nous, Axel, pour la suite, hein. On va un peu parler de ce qui s'est passé depuis le début de saison, même si tu n'as pas su regarder énormément de choses. Et puis surtout, on va parler du Newsblad qui arrive très vite maintenant. Ouais. Avant de vraiment, j'ai une question du coup pour tout le monde. Je vais vous demander ce qui vous a marqué en ce début de saison. Mais avant vraiment de donner nos spécificités, j'aimerais bien qu'on revienne sur Bessèges, parce que ça a quand même été un truc particulier. Et justement, Arnaud y était. Moi, j'aimerais bien vos avis à tous. Axel, évidemment, en tant qu'ancien pro, je t'écouterai avec beaucoup d'intérêt, mais ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis de mes copains sur ce qui s'est passé. Moi, je vous donne très vite fait mon ressenti. Je comprends un peu tout le monde dans l'histoire. Je comprends que ce soit très dur d'organiser une course avec le peu de moyens que certains organisateurs ont. Laurent Mars nous en avait parlé d'ailleurs quand il organise la fac. Il dit que c'est de plus en plus dur d'organiser des courses. Je comprends les équipes, les coureurs qui sont partis, parce que pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi quand même, le peloton a croisé plusieurs jours d'affilée des voitures sur le parcours, des voitures qui roulaient hein, en circulation. Donc je comprends que des coureurs aient peur et partent. Je comprends les coureurs qui restent. Arnaud notamment avait fait le choix de rester. Il a dit pour les organisateurs justement et pour le respect de ces organisateurs qui ont des difficultés. Et alors, il y a un truc qui m'a dérangé. Un truc, c'est quand même le communiqué. Alors, autant je peux défendre l'organisation, autant leur communiqué, je l'ai trouvé un peu lunaire. Quand ils ont remercié ceux qui sont restés pour le respect, le professionnalisme, etc., et dire qu'ils n'inviteront plus les équipes qui sont parties l'année J'ai pas d'après, suivi ça. je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils puissent prendre un peu de recul. C'est dur pour eux, c'est très dur, mais ils doivent pouvoir comprendre que des coureurs qui croisent des voitures qui circulent, ça fait peur et ils n'ont pas spécialement envie de rester. Je crois qu'il fallait à un moment donné pousser un coup de gueule. Pas de chance, c'est tombé sur Bessèges. Ça n'arrive pas qu'à Bessèges. C'est pas de chance pour eux, voilà, ça a été la poisse. Mais je trouve quand même qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de compréhension envers ces équipes-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Allez-y, comme vous voulez. Le premier qui veut parler parle. Non, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Axel, tu disais que c'était compliqué de frotter dans le peloton, je peux l'imaginer. C'est encore plus compliqué quand il y a des voitures garées sur le côté. Donc, je pense, je peux comprendre la décision de certains, mais voilà, moi, je partage un petit peu l'avis d'Arnaud et voilà, il faut aider ces petites organisations à faire vivre le vélo parce que sinon, sans ça, c'est compliqué pour la moitié du peloton. Ouais. Il y a quand même, je trouve, un souci dans cette histoire, c'est que c'est déjà arrivé, comme tu disais, Damien, sur plein d'autres courses. Ça arrivera encore sur d'autres courses. Ouais. Mais ici, on a eu le cas de tous les jours. Et ça, c'est interpellant, je trouve. Ça veut dire que c'est pas l'histoire que il y a un carrefour, on a oublié de mettre quelqu'un, ou un carrefour où quelqu'un a forcé, parce qu'il y a ça aussi hein, qu'il faut mettre en évidence, c'est le manque de respect des automobilistes, ou en tous les cas des personnes qui n'en ont rien à faire de cette course, et qui, quoi qu'il arrive, vont forcer parfois même un barrage, entre guillemets, et donc Ça a mettre en été le cas danger les ici, hein, coureurs. Oui, il y a Voilà. eu à des jours, c'était le cas, ouais. parce que le deuxième jour, après, il faut savoir que dans le peloton, ils annonçaient déjà beaucoup de pluie le 2 et 3e jour. Donc Arnaud disait qu'après la première étape, il y avait déjà certains coureurs qui disaient « Oh ouais, il va faire froid, Ah. j'ai un peu flemme de rouler le 2 et 3e jour, quoi, surtout le 3e jour. » Et puis le deuxième jour, quand la voiture vient en face et que Van Gils Ouais. tombe et qu'il doit abandonner, en fait, il faut savoir que cette voiture-là, elle avait forcé 2 barrages avant. C'est vrai qu'il n'y avait pas de signaleur à l'endroit où la voiture a croisé le peloton et où elle a reculé. Mais en fait, il y avait 2 barrages plutôt, où là, 2 fois la voiture a forcé le barrage des signaleurs. Et donc, oui, c'est vrai que le dernier moment, le dernier carrefour, il n'y avait personne, mais elle avait quand même franchi 2 fois avant où elle n'avait pas lieu de franchir. Donc tout le monde a parlé de quelque chose du dernier carrefour, mais peu étaient au courant des 2 carrefours avant. Et donc ça, au final, l'étoile de Bessèges, les organisateurs n'y peuvent rien. Ça, c'est encore un autre problème. Et la 3e étape, quand ils ont fait, on va dire, grève, c'est clair qu'il y avait quand même déjà pas mal de coureurs qui, avec les conditions climatiques, étaient bof chauds.
Je pense aussi, les 2 incidents ont fait que tout ensemble faisait que c'était la bonne excuse pour, pour un peu taper le poing sur la table. Après, ouais, comme vous disiez tous les trois, je comprends totalement tout le monde au final. Et après, il faut savoir que quand l'étape a démarré, il n'y a pas eu vraiment de coup d'envoi. C'est la plupart des équipes françaises qui étaient là au devant, qui en avaient un peu marre d'attendre et de se dire oh, punaise, on a froid, moi j'ai envie de rouler, je suis là pour rouler. Et puis à un moment, Arnaud dit je suis revenu à l'avant du peloton, les équipes françaises étaient en train de parler. Ouais, nous de toute façon, on y va, on va retourner. Arnaud, viens avec nous. Ouais, ouais, je viens. Et en fait, si l'auto, ils ne sont plus que 2 coureurs en course, c'est parce que Baptiste était avec Arnaud à ce moment-là. Ils sont repartis, du coup, les coureurs sont repartis, des motos sont repartis. Ils ont achevé de monter, ils ont fait la descente, et puis la radio était coupée. Et donc, Arnaud ne savait pas parler à ses équipiers ou quoi que ce soit. Et en fait, vu qu'au tout début, ils sont partis qu'à 20, et puis certains ont vu que oh punaise, il y en a qui sont partis, donc ils sont partis aussi. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés qu'à 80. Parce que si on prend le cas de tous les autres équipiers d'Arnaud, ils voulaient continuer la course, quoi. Donc au final, dans tous ceux qui ont abandonné, oui, les équipes qui se sont retirées, ceux-là, elles voulaient, je suppose, partir. Même si j'aurais été curieux d'avoir l'avis d'un Paul Magnier, qui est leader de la course, qui avait quand même peut-être des chances de gagner le général final, voir si lui était totalement d'accord avec le fait de partir ou pas. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais concrètement, dans les gens qui ont, soi-disant, abandonné, il y a encore une partie qui aurait voulu rouler aussi. Donc, mais après, ouais, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que je comprends, parce que c'est quand même un sport dangereux. Et si peu, Oui. en plus, on a des voitures qui arrivent en face, ça l'est encore plus. Mais c'est clair que dire que un a raison, d'autres ont tort, je pense que tout le monde a une part de raison, une part de tort. Ouais. Mais c'est vrai que allez, si ça doit pas arriver, ça on est bien d'accord. Mais si à chaque fois qu'il y a un incident, on prend la décision d'annuler tout, au final, sans coureur, il n'y a pas de course, mais sans course, il n'y a plus de coureur, quoi. Mais c'est un peu scier la branche sur laquelle on assise, quoi. Donc, parce que si demain c'est Bessèges, allez, si en 26 Bessèges j'arrête, si en 27 c'est une autre course, si en 28 c'est une autre. Entre guillemets, c'est facile de faire ça sur une petite course. Tu peux tuer peut-être une petite course. Il faudra faire pareil sur les grandes. Il faut Ouais, parce rester que logique avec soi-même, quoi. ici, pour les courses World Tour, en gros, c'est on s'en fout de Bessèges. C'est pas grave, on ira faire l'UAE Tour, des trucs comme ça. Mais au final, une équipe, ça a 30 coureurs. Sur les courses, on s'en met que 8. Hein. Donc, si on enlève Bessèges, ça veut dire que si on a 2 équipes qui roulent, ça fait 16 coureurs. Ça veut dire qu'il y en a 14 qui peuvent pas rouler, quoi. Après, je sais bien que les grandes équipes, maintenant, il y a les stages. De toute façon, on roule de moins en moins. Et, enfin, du moins en course. Et donc, il y a plein de choses. Mais au final, en tout cas, si c'est mon cas, c'est quand on est coureur, c'est pour faire les courses, quoi. Après, je comprends les mecs qui vont en stage parce que ils ont beaucoup plus grands objectifs que ce que moi j'avais certainement. Mais ouais, au final, s'ils tuent toutes les petites courses, ils vont tuer toutes les petites équipes. Puis il n'y aura plus que les grosses. Mais de toute façon, il n'y aura pas de la place pour tous les coureurs sur toutes les grosses courses. Et au final, on va se retrouver comme en Formule 1, on aura 16 courses sur l'année. Et puis c'est tout, quoi. Mais bon, ouais, je sais pas. Il y a des grands coureurs qui aiment faire les courses et qui n'aiment pas les stages non plus. Je pense à ton frère, mais je pense aussi à Pedersen, par Ouais, exemple. Max Pedersen, ouais. Pedersen, il le dit. Hein, et il y a des coureurs comme ça, je pense, on en avait déjà un peu parlé, nous, dans une émission sur le petit plateau, de dire les bienfaits du stage, on les nie pas. Enfin, je veux dire, c'est scientifique. Sauf que il faut quand même aussi, on parlait du plaisir en début d'émission, on y revient. Il faut prendre du plaisir. Si c'est aller en stage et que ça ne te plaît pas et que tu prends beaucoup plus de plaisir en faisant des petites courses, je crois que le stage, il ne sera pas bénéfique. Bien sûr. Contre-productif, même. Ouais. Et puis il y a l'apprentissage aussi. Tu disais tantôt, Axel, pardon, que tu as du mal à frotter, par exemple, dans le peloton. On sait que quand on est en stage, on roule en solo, on roule pas dans un groupe peloton. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de chutes dans le peloton. Alors, je dis pas que c'est uniquement parce que les coureurs partent de plus en plus en stage et frottent de moins en moins. Mais ça doit malgré tout jouer aussi, et c'est peut-être à ça aussi que servent les courses de moindre importance. C'est se mettre en évidence pour certains coureurs, certaines équipes, mais ça permet aussi de prendre, comme on dirait, du temps de jeu dans d'autres sports. On vient chercher l'adrénaline de la course finalement, peu importe qu'on soit sur une World Tour ou une point 2. Une fois qu'on est dans la course, on est dedans, quoi. Ouais, puis des mecs comme Pedersen ou quoi, au final, ils sont tellement forts que
rouler en 1.2 ou 1.1, c'est pas plus dur que l'entraînement pour eux. Donc, au final, ils sont là, ils ont l'opportunité de gagner, ils ont l'opportunité de gagner de la confiance, ils ont l'opportunité de s'entraîner, parce que vu que la course, c'est pas spécialement dur, c'est un peu comme de l'entraînement, et ça leur fait des kilomètres faciles. Ça, moi, c'était pas mon cas, parce que moi, j'étais à bloc en course, surtout, et tout le temps. Mais pour des mecs comme ça, ouais, ils sont... Enfin, au final, tu roules 1 heure vite au début. En plus, c'est des courses un peu contrôlées. Tu roules dans les routes à 250, 300 watts. Hop, tranquille, tranquille. Puis tu reroules 1 heure à bloc la fin. Et puis voilà, la journée elle est finie. Tu es avec l'équipe. Hop, petite récupération, petit massage. Et puis le lendemain, ça repart, quoi. Donc, Et tu as ouais. gagné. Donc, niveau Ouais. mental, pour ces coureurs comme ça, c'est plus important Ouais, qu'un c'est stage clair. ouais. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion de faire un stage en altitude, parce que ça s'est jamais prêté. Mais quand j'entends Arnaud, ouais, c'est quand même contraignant. Hein. Ouais. Tu es là-bas tout seul, tu es presque dans le désert. Enfin, c'est pas le désert, mais il n'y a rien à faire. Tu pars rouler, tu rentres, et puis c'est fini, quoi. Donc, tu vois personne. Certains adorent, et d'autres, ouais, c'est compliqué. Donc, mais c'est clair que le stage en altitude amène des bénéfices sur lesquels on peut rien nier. Mais ouais. Ouais. Bah, moi, je suis convaincu que ça pourrait être, enfin, tu le sais mieux que moi, mais que ça pourrait être contre-productif pour un Arnaud, justement, qui lui a besoin de prendre du plaisir et qui a besoin de confiance aussi, et qui, au final, s'il passe la moitié de son année en altitude, bah, il n'aura pas ce côté plaisir, confiance, etc., et ce serait contre-productif, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que cette année, le programme a un peu changé par rapport à l'an dernier. Parce que l'an dernier, il avait été en stage d'altitude, et puis en fait, il n'avait pas assez roulé, il n'a pas eu l'occasion de gagner, il n'a pas Ouais. eu l'occasion de se mettre de prendre la confiance, de se mettre en évidence. Et puis, il y a eu la maladie de Lyme, enfin, il y a eu plusieurs choses, mais ouais, je pense que au début de la base, on a fait des mauvais choix, enfin, du moins des mauvais choix pour lui. Pour d'autres, ça fonctionne, mais pour lui, dans ce cas-là, c'était peut-être des mauvais choix. Et c'est pour ça que cette année, voilà, ils ont discuté le truc autrement, et ils essayent de remédier à ça. Ben voilà, il a déjà une victoire, donc c'est tant mieux, Ouais. et en espérant que d'autres suivent, et voilà. Mais justement, cette victoire d'Arnaud, depuis le début de la saison, est-ce que c'est ton moment phare peut-être sur on va dire maintenant les 2 mois qui viennent de s'écouler? Pas spécialement. J'étais super heureux, hein, bien sûr. Après, Arnaud, on va faire un tour, n'écoute pas ton frère. Après, je pense que l'étape numéro 1 de Bessèges, il l'avait plus coché que la 3 encore, parce que ça lui convient vraiment bien, tout ça. Après, du fait qu'il avait eu le petit pépin en rentrant dans une voiture en Espagne, il n'avait pas pu rouler les premières courses en Espagne. Et là, au final, c'était sa reprise, c'était son premier jour de course. Au final, même si à l'entraînement, tu sais te faire mal, c'est pas le même mal qu'en course. Et c'est un effort qui lui plaît vraiment bien. C'est 2 petites minutes à bloc. Mais je pense qu'il lui a manqué le petit peps, parce que après, Magny était super fort. Hein. Je n'ai pas dit que Arnaud, même dans son meilleur jour, l'aurait battu, mais je pense qu'il aurait pu être plus compétiteur du moins. Et là, la 3e étape, au final, ça gâche un peu sa victoire du fait qu'il y a eu tout ce remue-ménage là, et qu'il y a eu pas mal de coureurs qui ont abandonné justement. Et donc, voilà, je suis pas le mec qui lit le plus les réseaux sociaux et tout ça, parce que ça m'intéresse pas en fait. Parce qu'au final, oui, il y a des gens qui vont dans le sens Arnaud, il y en a d'autres qui vont pas dans le sens Arnaud, mais il y a beaucoup de gens qui parlent pour au final ne rien dire, et j'ai passé l'âge de me prendre la tête pour des conneries comme ça, et donc je laisse dire les gens, je fais autre chose, et puis c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient quand même... Oui, certains étaient avec Arnaud, d'autres trouvaient que c'était pas top. Et ça, au final, ça gâche un peu sa victoire. Donc, je pense pas que c'est mon moment préféré de la saison. Mais je pense pas que j'en ai un pour l'instant. Enfin, au final, c'est toutes les courses début d'année qui sont pas spécialement intéressantes, si on peut dire ça comme ça. Il se passe des belles choses, c'est des belles courses, on est bien d'accord. Mais le Newsblad, ça va être la première vraie course, hein, Début de comme la on dit. saison. Donc, ouais. Et vous, les amis, si vous deviez choisir quelque chose? Évidemment, l'arrivée d'Algarve, ça c'était quand même extraordinaire. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés.
Ouais, c'est vrai. Ça, franchement. Mais sinon, si je devais dire un truc aussi pour un petit peu préparer la suite de l'épisode, c'est le sprint de Milan, sprint en côte quasiment, qui était absolument monstrueux. Parce que voilà, moi, ça me fait dire que Milan, il faudra vraiment compter sur lui, sur les sprints, mais aussi sur les classiques. Et voilà, ce serait un bel adversaire pour Arnaud Dely, notamment, cette année. Ouais, sur le tour, il va être. Enfin, si ça continue comme ça, il va être redoutable, hein, parce que sur les À fond. sprints à plat, sur. Enfin, tout, quoi. Même Milan-San Remo, moi, j'y pense, cette année Mais pour lui. ouais, et quand on voit l'équipe qu'ils ont, le collectif, À fond. avec, avec Stuyven, Teuns, Pedersen, Yachikone, Milan, quand on voit. Ouais, c'est fou. Ouais, ce serait une équipe intéressante. Ouais, à fond. Romain, Ouais. tu as. Oh, j'ai pas eu l'occasion non plus de regarder énormément de choses depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a parlé de Bessèges, on a évoqué l'Algarve avec cette arrivée totalement insolite qui était quand même assez extraordinaire comme image. Ceux qui l'ont pas vu, on vous recommande vraiment d'aller le voir. C'est assez dingue. Non, j'ai été assez bluffé par moi un résultat qui était en altitude sur le Tour de l'Oman, enfin le Tour d'Oman, pardon, c'était Valentin Paré-Peintre Mhm. qui gagne l'étape finale et qui se débarrasse d'Adam Yates, c'est quand même pas n'importe qui non plus. On sait que le petit Paré-Peintre, on va l'appeler comme ça, est un redoutable grimpeur, que c'est très certainement pardon, une bonne pioche pour son équipe, hein, puisqu'il a rejoint Soudal Quick-Step cette année-ci. Mais là, franchement, on a vu vraiment ce qu'on avait déjà pu voir sur le Giro l'année passée, c'est-à-dire un pur grimpeur qui a le dash pour encore remettre un coup d'accélérateur sur la toute fin de l'ascension, là où tout le monde est cramé. Donc il faut voir s'il n'arrive pas en forme trop tôt. Mais là, on a vraiment, je pense, un top grimpeur qui est en train de tout doucement s'affirmer. Alors c'est chez nos voisins français qu'on peut évidemment se réjouir, mais pour les amateurs neutres de cyclisme, c'est vraiment un coureur qui est intéressant à suivre, je trouve. Ça confirme ce qu'on disait. Nous, pour Sacha Axel, c'était un de nos top transferts, en fait. Ah Hein. ouais. Et donc voilà, on était top transfert, très bon transfert, et aussi très intéressant parce que ça arrive dans l'équipe d'Evenepoel, voilà, ça renforce encore sa garde rapprochée. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué depuis le début de saison, c'est, alors certes, on voit beaucoup UAE, ils gagnent beaucoup, mais c'est aussi beaucoup d'équipes qui ont gagné, dont des équipes plus petites ou des équipes qui sont en bagarre pour le World Tour. Euh, Déjà, même avant le World Tour, on a par exemple la Cara Rural qui a quand même remporté une manche du Challenge de Majorque. Ça arrive quand même pas chaque année. Donc ça, c'est sympa. Q36, bon, Pidcock, il arrive, il en a 4 victoires là déjà. Mais il n'y a pas que Pidcock. Moschetti, il gagne. Christen, le frère de. On parle de frère, tu vois. De nouveau, le plus âgé des deux. Ouais. Ouais, Fabio Christen qui gagne aussi. Donc oui, oui, tout le monde gagne. Tudor, c'est pareil. En fait, Hirschi gagne, mais Stork qui gagne aussi. Donc là, il y a vraiment un niveau qui monte. Uno X a déjà gagné. Cofidis fait un très beau début de saison avec déjà Ouais. 3 victoires. Donc, tout le monde gagne un petit peu. Et j'ai envie de mettre une équipe à l'honneur parce que généralement, je suis plutôt très critique avec eux. C'est la Movistar. Autant d'habitude, ils me parlent pas, autant leur début de saison, mais j'adore en fait. Quand je vois Romeo, ils prennent des initiatives, ils y vont, ils tiennent. Cepeda est parti à l'attaque. Castrillo, bon, on le connaissait déjà attaquant, c'est encore plus chez Movistar. Même Enric Mas qui prend un tir, aujourd'hui du coup, il prend une échappée. Enfin voilà. Même Enric Mas. Qui est rare, ouais. Il gagne pas Donc, quand même, hein, donc. il gagne pas, il gagne pas. Bon, il faut pas exagérer non plus, mais non, mais donc voilà. En fait, c'est chouette parce qu'il y a plein d'équipes déjà qui ont gagné et voilà, petit coup de cœur pour la Movistar en ce début de saison. Et alors, je voulais aussi citer deux noms. En préparant le podcast, c'était avant les étapes du jour, j'avais dit ce sera Morgadosh et UAE. Bon, bah là, je dois dire ce sera Yann Christen aussi. Il est incroyable. Hein. Et on le regarde, je trouve. Tu vas me dire ce que tu en penses, Axel. Euh, je trouve que sur certains aspects, il a un petit air de Pogacar dans le style, dans le petit coup d'œil à la caméra, côté sympa, dans le côté foufou, j'attaque, je réattaque et parce que Pogacar, c'est peut-être pas le plus, on le saura jamais, mais c'est peut-être pas le plus grand tacticien du peloton. C'est juste qu'il est tellement au-dessus qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Christen, t'as l'impression qu'il fait pareil, quoi. Peut-être pas au niveau de Pogacar, hein, mais Ouais, c'est voilà. vrai. Mais quand on voit de la façon qu'il a roulé son championnat du monde l'an Ouais. dernier, Mhm. il faut être complètement débile. Hein. Ouais. Je suis désolé, hein, mais c'est.
il a roulé tout à l'envers. Ben, comme Pogacar l'a roulé au final. Ouais. Oui, c'est vrai. La façon que Pogacar le roule, tu peux juste être super fort. C'est pas possible autrement. Mais ouais, c'est vrai qu'il a un peu la façon de rouler. Ben, quand on voit un Del Toro, il roule un peu pareil aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'ils sont tellement forts que il arrive un moment où tu peux rouler, tu peux faire un peu n'importe quoi parce que vu que tu as 12 cartouches et que les autres ils en ont 8, bah, tu peux Ouais. encore en sacrifier 3 et tu gagnes quand même, quoi. C'est Donc, à la Philippe Louvain, quoi, en fait. ouais, c'est vraiment ça, ouais. Donc, Et alors, ouais, c'est vrai. un des autres noms que je voulais citer, bah, tu l'as cité déjà dans cet épisode, c'est Paul Magnier. Paul Magnier m'impressionne de fou. On avait déjà vu un peu l'année passée de quoi il était capable, mais là, je m'attendais quand même pas à ce qu'il soit si fort en ce début de saison. Et c'est marrant parce que dans un podcast français, c'est Les Goats à la française, hein, je leur fais un peu de pub, ils parlaient de Paul Magnier et ils l'ont appelé le mini Pedersen. Et moi, le mini Pedersen, c'est ce que je disais tout le temps d'Arnaud. Tu vois. Ah ouais. Donc, si je vous dis que Magnier, c'est un peu le Denis français, comment est-ce que vous le sentez, vous? Ah bah Vous ouais. êtes d'accord avec ça ou Pour le moment, après, on a encore des Ouais, choses à alors, apprendre sur lui, mais ouais, bien sûr. j'ai pas encore dit sur le niveau, mais tu vois, sur le profil un peu. Ah J'ai oui, l'impression totalement. peut-être un tout petit peu, mais je me trompe peut-être, un tout petit peu plus puncher, un tout petit peu moins sprinter peut-être, mais quoique. Il se ressemble fort, Mais je trouve. pour moi, il se place mieux qu'Arnaud. Ouais. Donc, il sera peut-être un peu moins fort en force pure, mais il sera plus souvent au bon endroit au bon moment. Mhm. Et donc, la concrétisation, c'est comme ça qu'on dit, C'est ça, ouais. sera peut-être quand même là parce qu'il sera mieux placé au bon moment. Et c'est une énorme force de Milan, par exemple, parce qu'il est tout le temps là où il faut. Et il est super fort et il est là où il faut. Son équipe arrive à le mettre là où il faut. Il arrive à rester dans les roues de ses équipiers. Enfin, c'est vraiment un timing super parfait. Et je pense que Magnier se rapproche plus de Milan pour ça. Arnaud manque parfois un peu de bon timing, mais la raison, le pourquoi, j'en sais rien. Mais ouais, il lui manque parfois peut-être un petit quelque chose. Mais à côté Ouais, de ça, ça réussit quand même, hein, parce qu'il a quand même déjà ouais, gagné. Hein, clairement. mais Et c'est ouais. doublement intéressant ce que tu dis parce que je vais lancer Alexis Romain parce que je sais que c'était prévu un peu plus loin dans l'épisode, mais puisqu'on Ouais, parle du on avait placement posé cette d'Arnaud, question. voilà, on voulait. Mais là où ça m'intéresse, c'est qu'en plus tu parles de Milan et Milan, avant de débarquer à Lidl, il n'était pas très bon en placement. Donc je me Ouais. dis, ça se travaille. Donc est-ce Ah ouais, qu'Arnaud, ouais. tu vois, il travaille ça, hein. Ben, je pense que c'est un peu dans les gènes d'une équipe. Et puis, ben, c'est comment déjà le poisson pilote de Milan maintenant, l'autre italien là? Consoni. Ouais. Et je pense que Consoni est super bon dans ce qu'il fait. Et ben, ils sont tous les deux italiens. Ils parlent tous les deux la même langue. Je pense que Sur la Milan piste lui ensemble. fait sur la piste ensemble. Et je pense que ouais, ils se connaissent vraiment par cœur. Et en fait, ils ont. Enfin, l'autre, c'est comme Philipsen et Van Der Poel au final. Ouais. C'est parce que tout le monde dit ouais, c'est facile, Van Der Poel fait tout. Mais quand on les entend l'an dernier au Tour de France, Van Der Poel il dit moi je frotte comme un porc et je me retourne pas. Jasper il doit être dans ma roue, point quoi. Et Jasper il dit waouh, l'autre il frotte comme un porc et je frotte comme un porc pour rester dans la roue. Et c'est un truc de fou et je pense qu'Arnaud il lui manque je pense que c'est pas un vrai pur sprinter comme ces mecs-là et il a peut-être un tout petit peu du mal pour rester dans la roue comme eux le font. Après, il a d'autres qualités qui font qu'il sait faire d'autres choses. Mais je pense qu'Arnaud est plus un homme de classique qu'un sprinter, même s'il voudrait peut-être être autant un sprinter qu'un homme de classique. Et ben, parce qu'au final, un sprinter, ça gagne plus qu'un homme de classique normalement. Et vu qu'il aime gagner, ben, je peux comprendre qu'il aime les sprints. Mais, je pense qu'il est. En fait, c'est un gars fort dans la résistance qui a une super pointe de vitesse. Mais sur des sprints à la fin d'une étape, au final, facile ou peut-être pas assez dur, ben, c'est pas. Enfin, tout le monde est à armes égales, quoi. Tandis qu'à la fin d'une course dure ou des choses comme ça, ben là, c'est l'organisme qui a déjà fort souffert. Et en finale, ben, je me demande si Arnaud, il a le même sprint après une course de 200 km dure ou une course de 200 km facile, ben, il met le même sprint. Tandis que beaucoup d'autres, ben, ils ont un sprint A sur une course facile et puis ils ont un sprint C sur une course difficile. Qu'Arnaud, il a un sprint B tout le temps, quoi, par exemple. Et donc, ouais, c'est vraiment ouais, des profils différents. Ben,
sans faire de comparaison à Mathieu Van Der Poel, hein, mais Mathieu a quand même changé un peu son fusil d'épaule parce qu'au début de sa carrière, il faisait quand même tous les sprints aussi. Et maintenant, il trouve plus de plaisir à lancer Jasper. À mon avis, c'est quand même un petit peu moins dangereux aussi. Et il a changé un peu son fusil d'épaule en voulant vraiment se mettre que sur les classiques avec d'autres objectifs. Et c'est peut-être vers ça qu'Arnaud devra ou pas se diriger. Ça, de toute façon, c'est son choix de carrière. C'est lui qui le fera comme il veut. Mais ouais, je pense qu'il a plus à gagner, du moins plus à s'amuser en faisant une spécificité sur les classiques que sur des sprints massifs. Ou alors vraiment cibler ces sprints massifs. Il y a des sprints massifs, première étape, toute plate, super nerveuse. Je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Mais sur des sprints en petit comité où au final, s'il y a des sprinteurs, ils sont un peu cuits. Ou quand il n'y a plus de sprinteurs parce que lui a réussi à passer, là, c'est des trucs bien, je pense. Mais ouais. C'est super intéressant que tu nous parles de ça parce que c'est une question qu'on se pose vraiment depuis longtemps ici sur le petit plateau. On se disait justement il y a quelques années que la distinction puncher-sprinter, elle existe encore, mais elle a un petit peu changé dans le sens où aujourd'hui on va trouver des sprinters qui sont super bons sur les classiques et qui ont un bon punch, comme par exemple Milan ou Philipsen, et d'un autre côté des punchers coureurs de classiques qui ont un très bon sprint, comme un Wout van Aert par exemple. Ouais. Alors on se demandait, mais tiens, Arnaud, c'est plutôt lequel? C'est plutôt un sprinter qui a du punch ou un puncher qui a du sprint? Du coup, selon toi, c'est plus un classic man puncher qui a du sprint, quoi. Ouais, je pense. Après, j'en sais pas plus que vous, hein, mais je pense, ouais. Est-ce qu'il a alors là, on pose la question, hein, mais est-ce qu'il a les mains libres pour choisir? Parce qu'on sait qu'il y a parfois aussi une pression qui est mise par l'équipe, peut-être par les sponsors aussi, qui voudraient peut-être plus fréquemment voir Arnaud lever les bras, même sur des courses de moindre envergure, mais parce que c'est des sprints. Et je vais passer une autre question directement dans la foulée de ça. On a appris tout récemment le recrutement chez Lotto de Elia Viviani, où on tombe un peu tous des nues. On se dit, Ouais. c'est pas tellement, ça rentre pas tellement dans le cadre du projet que Lotto est en train de créer avec tous ces jeunes Belges et qui est en train de marcher du tonnerre. On l'a vu avec Van Gils, avec Van Edveld et bien évidemment avec Arnaud aussi. Et il y en a toute une série d'autres qui suivent derrière. Mais finalement, on se raccroche en se disant, est-ce que finalement le fait de faire venir Viviani, c'est pas une façon d'amener un pur sprinter qui est d'expérience, qui va pas aller chercher des points UCI pour l'auto, mais par contre qui peut justement venir peut-être là partager son expérience, son savoir à Arnaud, à Jarne van de Paar, à Lionel Tamino, à tous ces mecs du sprint pour les entraîner, entre guillemets, finalement, les guider à mieux encore se placer justement dans l'emballage final. Ouais. Ici, pour l'instant, c'est vraiment Arnaud qui choisit son programme et qui dit là, j'ai envie d'y aller, là, je veux y aller. Et Ok. pour l'instant, c'est vraiment lui qui choisit s'il va aller sur les sprints ou pas. Du moins, c'était comme ça encore l'an dernier. Je suppose que ça allait toujours comme ça aussi. C'est vraiment lui qui dit qui veut participer au sprint et tout ça. Après, pour Viviani, Arnaud me l'avait appris il y a à peu près une semaine. À mon avis, ça j'en sais rien, hein, c'est moi qui pense. Il doit certainement pas être très très cher. Ouais. Il restait une place, il reste des places. Hein. Et au Mhm. final, ça peut être un transfert sympa dans le sens où il paraîtrait qu'on lui a promis la Vuelta. Pour un sprinter, faire un grand tour, c'est quand même intéressant. La Vuelta, au final, je n'ai pas dit que personne ne veut y aller, loin de là, mais vu que Lotto fait le choix de pas aller au Giro, donc il n'y a que le Tour et la Vuelta. Arnaud, la Vuelta, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il veut retourner au Canada comme les 2 dernières années. Donc au final, avec tout le respect que j'ai pour Milan Menton ou Van de Paar ou quoi que ce soit, parce que c'est des gars que j'adore et que j'apprécie fortement, je ne crois pas qu'ils sont capables d'aller chercher une victoire sur une étape de la Vuelta, qu'un Viviani l'a déjà fait. Et en général, on sait que la Vuelta est quand même un petit peu moins relevée au niveau des sprinteurs. Et il avait l'air d'être ambitieux là-dessus, de vouloir ça. Et donc, je pense qu'on le prend dans le sens où, même si l'auto est presque assuré à 100% d'être en World Tour l'an prochain, si peu, il va nous refaire quelques points sur les quelques petites courses. Ça nous assure quelque chose. Ça nous permet d'avoir quand même un sprinter de qualité, du moins qui a été de qualité. C'est vrai que l'an dernier, c'était pas
folichon, si on veut dire ça comme ça, mais une année n'est pas l'autre de toute façon. Mais ça nous permet d'avoir un peu une petite sécurité, quitte à pouvoir peut-être mettre un autre sprinter en plus au cas où et leur dire, bah voilà, vous faites peut-être chacun votre sprint de votre côté, ou un jour c'est pour un jour c'est pour l'autre, mais pour avoir plusieurs cartes. Et puis au final, on se rend compte que maintenant, il y a quand même beaucoup de courses qui peuvent se jouer au sprint, même des courses moins relevées. Et avoir 2, voire 3 sprinters, c'est jamais trop peu. Quand on voit Quick-Step, ils ont Merlier, ils ont Magnier et ils ont l'américain, Lamperti. Lamperti. Lamperti en plus. Donc, et quand on voit par exemple chez Quick-Step, oui, ok, ils ont Merlier et Remco qui sont vraiment leurs 2 gros leaders. Mais quand on mettait Magnier ou Lamperti sur des courses plus petites, bah, en général, c'était bingo quand même. Mais bah, s'ils gagnent 3 ou 4 courses chacun, bah, ça nous fait 8 victoires en plus. Ça fait 8 victoires avec des points. C'est jamais négligeable. Et après, oui, peut-être que dans l'idée, c'est pour qu'un gars comme Viviani, qui a quand même de l'expérience, puisse les encadrer et les faire évoluer. Il y a aussi Stephen de Skeufener qui a fait encore c'est 9e, je crois, aujourd'hui, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ah ouais. Et donc, l'air de rien, il est espoir 2e année, c'est sa première année pro. Enfin, ouais, première année pro. L'an dernier, il a gagné quand même déjà des sprints. Là, il fait 9. J'ai pas vu le sprint, donc je sais pas du tout. Enfin, j'ai rien vu de tout ça, mais c'est quand même quelqu'un de prometteur aussi. Et avoir quelqu'un comme Viviani, ça peut certainement être intéressant. Et pour rester sur le sprint, et puisqu'on est sur Arnaud, euh, et du coup, un maillot vert, tu penses qu'il y pense? Parce qu'il a le profil idéal, mais ce que tu disais, il n'a pas grand-chose à gagner dans les sprints, sur les étapes faciles, etc. Effectivement, si c'est pour aller chercher la victoire, mais si c'est pour faire des places, il peut faire des places intéressantes. Et puis, il y a des sprints où lui sera là et certains sprinteurs seront pas là. Donc, comme ça, de base, il a le profil idéal. Mais est-ce qu'il y pense et est-ce qu'il y pense dès à présent? Y penser certainement, parce qu'un sprinter qui pense pas au maillot vert, c'est pas un vrai sprinter. Euh, donc, ouais, certainement qu'il y pense. Après, est-ce que c'est en 2025? Est-ce que ça sera en 2026? Ou est-ce que c'est le parcours qui va se faire tout seul? Et imaginons, parce qu'au final, quand on regarde chaque année les Tours de France, il y a quand même toujours un sprinter qui domine. Et c'est jamais forcément celui à qui on s'attend. Et il y en a toujours un ou deux, ils gagnent 3 ou 4 étapes chacun. Et tu te dis, ah ben voilà, ben, c'est bon, au final, quand tu gagnes déjà 4 étapes, il y a déjà quand même un gros trou qui se fait derrière. Si peu tu participes allez, vite fait au sprint intermédiaire, que tu reprends 10-12 points, bah, ça va vraiment vite. Et donc, ouais, mais après, je pense que ça doit se faire tout seul. Après, si on a un mec comme Van Aert qui se met à l'idée de vouloir refaire le maillot vert, je vois pas qui pourra aller détrôner Van Aert, parce que dans la montagne, bah, tous les sprints intermédiaires, il est sûr de les prendre tous, parce que bah, c'est lui le meilleur grimpeur des sprinteurs. Mais quand on voit un mec comme Milan, là, comme il roule, au final, il sait quand même passer la montagne aussi. Ouais. Donc, je pense que ouais, ça dépend vraiment des profils, des sprints qu'il y a. S'il y a beaucoup de sprints à place, il y a quelques sprints en faux plat montant, un peu des étapes, voir un peu où les sprints sont placés et tout ça. Mais oui, je pense qu'il y pense, mais quand, je sais pas. Et après, y penser, c'est une chose, mais il faudra, à mon avis, que le sort lui tende un petit peu les mains pour se dire oui, j'ai une chance ou non, il n'y a pas moyen, quoi. On évoque ici Wout van Aert, par exemple, hein, qui est imbattable sur un maillot vert. On a depuis le début de ce podcast évoqué d'autres noms comme Mathieu Van Der Poel, comme Tadej Pogacar. Ce sont des mecs qui viennent aussi sur le terrain d'Arnaud, par exemple. Euh, on sait que actuellement, sur des courses comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, qui, nous, sur le petit peloton, on est convaincus que ça peut être vraiment des courses parfaites pour Arnaud. En l'état, tant que Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar ou Wout van Aert sont là, c'est compliqué. Est-ce que du coup, ça rend finalement d'autres courses qui sont très belles aussi, qui sont peut-être pas forcément des monuments, et je vais faire la transition avec l'Omloop, évidemment, qui va bientôt ici arriver. Est-ce que ce genre de course, par exemple, ça peut constituer un objectif presque de saison pour un coureur comme Arnaud? Et plus largement derrière, à quel type finalement de course tu t'attends peut-être cette année pour cet Omloop d'Arnaud ou de Ouais. manière générale, évidemment, hein? Bah, un objectif de saison, je pense pas.
Parce qu'au final, des objectifs, il en a, je pense, quand même plusieurs. C'est clair que c'est un objectif très important et un rendez-vous important d'Arnaud. Mais il a un beau maillot qui est aussi un objectif aussi. En plus, chez nous, presque. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Puis il y aura le Tour quand même après aussi. Mais c'est clair que les classiques sont importantes pour Arnaud. Le Newsblad, au final, il a quand même déjà fait une fois deuxième. Et c'est 9 ou 10e l'an dernier, je crois que c'est ça qu'il fait. Donc c'est quand même 2 rendez-vous, 2 années différentes, 2 fois où il était dans le coup. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il aime vraiment bien. Et c'est clair que par rapport à une toute grande classique comme Roubaix ou le Tour des Flandres, qui sont vraiment les monuments du vélo, c'est normalement des courses plus accessibles, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que s'il avait l'occasion déjà de gagner simplement une semi-classique comme première classique, ça serait quand même déjà vraiment bien. Après, sait-on jamais hein, mais après, quand on voit ce qu'il avait fait l'an dernier et l'année avant sur le Newsblad, on se dit qu'il peut, imaginons dans un super bon jour, peut-être espérer être au niveau des autres. Ça, on ne sait jamais. Là, il y a des scénarios de course, il y a des façons de rouler, tout ça. Après, on sait bien que le mur de Grammont, il l'affectionne particulièrement. Et que voilà, ça se passe en général pas mal sur le Newsblad. Mais c'est vrai qu'il l'a coché. Mais ouais, et voir comment ça va se rouler, il y a tellement de scénarios possibles. Avec les fautes d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, dans mes rêves, ça serait un peu un scénario comme il y a 2 ans. Un petit groupe de 4-5 hommes forts qui s'en vont et un petit sprint royal à 4-5 bons coureurs et qui gagnent. Ça pourrait être sympa. Mais ouais, faudra compter sur le collectif de Visma et le collectif de Lidl Trek, à mon avis. Parce qu'au final, si tu te retrouves isolé dans un groupe de 6 avec 3 Visma ou 7 ou 8 avec 3 Visma et 3 Lidl Trek, faut être fort et faudra être fin, faudra avoir le bon timing, faudra beaucoup de choses. Le mur de Grammont et Arnaud Delis, tu nous confirmes que c'est une histoire presque d'amour finalement entre les deux. Nous, c'est une image extraordinaire de la première saison, hein, je pense, du Petit Plateau, il y a 2 ans. Et le Petit Plateau porte très mal son nom, évidemment, ici, puisque Arnaud dans le mur de Grammont, Grand Plateau, c'est une image assez folle. Et du coup, j'allais vous poser la question, effectivement, du coup, Alexis et Damien, ce que vous attendez de ce Newsblad. C'est super difficile parce que il y a plein de coureurs qu'on n'a pas vus, en fait. Donc au Newsblad, c'est difficile si tu ne connais pas l'état de forme. Si je regarde la start list actuelle, bon, on est encore un peu loin, mais il y a des noms qui me plaisent, mais ils n'ont pas encore couru. Donc du coup, moi, je vais regarder sur ceux qui ont couru et sur les formes actuelles. Alors, sur le scénario, oui, j'espère un peu la même chose qu'Axel. Et ça va être une course débridée. On est dans l'ère des courses débridées. Il y a des blocs, et notamment, effectivement, Lidl Trek. En plus, nous, on aime bien leur façon de courir et normalement, ils vont mettre le bazar. Donc, je pense qu'effectivement, on va avoir le droit à une course débridée. Et alors, si je dois donner des favoris, je vais peut-être un peu exagérer, mais il m'a tellement impressionné depuis le début de saison. Je vais quand même citer Paul Magnier parce que je pense que ça lui va assez bien. Maintenant, on n'a aucune référence sur une course quand même à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Il y a un coureur qui est très bon sur les Flandriennes, qui est dans une équipe qui est pas trop mauvaise. Il s'appelle Jonathan Narvaez. Il était pas mal en ce début d'année en plus, donc voilà. Fatalement, je suis obligé de penser à Narvaez, d'autant plus que c'est aussi un bloc, hein, parce que là aussi, tu auras des Polites, des Wellens, enfin, c'est UAE, de toute façon, Vermeersch, peu importe la course, de toute façon, UAE, c'est un bloc, c'est une armada, peu importe où il s'aligne. Donc oui, voilà. Et je reprends mon petit papier parce que je ne sais plus qui j'avais dit. Évidemment, Arnaud, parce qu'en début de saison, on a dit qui sera le premier Belge à gagner une classique. On avait dit Arnaud Delis sur le Newsblad, hein, parce que, comme tu l'as souligné, ça fait 2 fois qu'il est quand même très très bon sur le Newsblad. On a l'impression que pour l'instant, c'est la Flandrienne où il a le plus brillé. Une qui pourrait lui convenir aussi, qu'on n'a pas cité tantôt, c'est Go Wevelgem. Je crois qu'il pourrait vraiment y briller voir aussi. Le 3. Voir le 3. En fait, le 3, ça m'intéresse. Autant le Newsblad, Wevelgem, je suis convaincu 100%. Autant E3, souvent en plus, il y a les fantastiques qui sont là. Ça, je suis très curieux parce que ça laisse présager de ce qu'on pourrait attendre sur le run à l'avenir. Même si le run, c'est encore autre chose. C'est encore un level au-dessus. Hein. Oui, mais c'est le petit round, Ce que je veux dire, c'est que si sur le 3,
tu sais pas accrocher les meilleurs, tu n'accrocheras pas Ah les oui, meilleurs sur ça, le run, quoi. ça, Voilà, c'est clair. c'est juste ça. Par contre, si tu accroches sur le 3, ça veut pas encore dire que tu seras C'est capable ça. de le faire sur le run. Oui, oui, ça, on est d'accord. Et alors, pendant Bah, ce il y a temps-là, je encore Red cherchais Bull, mon... hein, qu'on n'a pas parlé. Oui, 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 oui. Bien sûr. Lascano, Pitti. Ouais. Il y a qui, Mais on les enfin, a il y a pas... qui Enfin, d'autre? si, Pity, on l'a déjà vu, c'est vrai, tu as raison. Un Mais Tratnik qui est toujours présent Ouais, aussi. Tratnik, qui ouais, était très Tratnik bon est toujours aujourd'hui, il a mis la présent. misère à tout le peloton. Hein. Donc, Il est déjà prêt. ouais. Et alors, oui, mon autre nom, en fait, c'était Pidcock, qui sera... Ah, ouais, Pour l'instant, il sera le start list provisoire, donc s'il est là, évidemment... attends, peut-être un peu trop facile, je sais pas. En fait, Pidcock, je sais jamais. Au départ, on s'est dit il va briller sur les Flandriennes, Ouais, parce qu'il y allait beaucoup. Mais son profil, à la base, je vois plus un Ardennais qu'un je pense, Flandrien. ouais. Des Mais ascensions voilà. un peu plus longues quand même, je pense, je dirais pour Pitcock. Ouais, mais vu son état de forme, s'il y est, Ouais, bah du coup, moi, bon, comme à chaque fois qu'ils prennent le Wout van départ Aert. d'une course, j'ai un œil attentif sur Van Aert et Arnaud Delis, évidemment, mes deux coureurs préférés. Je suis hyper excité par la saison de Lidl Trek. Vraiment, j'ai envie de les voir. Voilà, je suis hyper curieux. Red Bull aussi, dans une moindre mesure. Mais voilà, moi, de manière générale, l'Homme j'attends rien dans le sens où je veux juste reprendre le plaisir des pavés, en fait. C'est vraiment ça l'excitation, c'est revoir les pavés. Et puis on verra ce qui se passe. Tiens, toi, si tu devais choisir ta préférée, hors monument, ta Ouais. préférée et ou la plus prestigieuse des autres, entre le 3, Go Evil Game, le Newsblad, tu dirais quoi, toi, Axel? Le 3, à mon avis, quand même. Du C'est fait que marrant parce c'est que le petit round, à mon avis, c'est la plus prestigieuse. Mais bon, le Newsblad, c'est la première, donc c'est directement marqué un grand coup. Donc, enfin, c'est Kurn, en tout cas, qui m'intéresse le moins, si jamais. Dans l'autre sens. c'est vrai que c'est Mais aussi ouais, l'impression qu'on avait nous ici, hein, c'est que le 3, c'est assez. Ce sentiment est assez récent. Moi, j'ai l'impression que ça a vraiment pris en prestige, déjà avec Cancellara Rabonen, et là encore ces dernières années, encore plus avec Pogacar, Van Aert et autres qui en font un vrai objectif, quoi. Bon, Rodrigo Venkens, il aime bien dire, et il a raison, qu'il n'y a aucun coureur homme qui a gagné la même année l'Omloop et le Ronde. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, les méthodes d'entraînement et les programmes, ils ont beaucoup changé avec des stages placés, tu vois, à des moments un peu stratégiques et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Van Aert veut le faire, c'est possible d'être à 100% tant sur l'Omloop que sur le Ronde? Ou bien les programmes font que c'est trop compliqué? aucune idée. Je sais pas du tout. Après, est-ce qu'on a besoin d'être à 100% pour gagner le Newsblad et le round? Enfin, moi, oui, j'aurais besoin. Même à 110, à mon avis. Mais pour des mecs comme eux, je sais pas. Pas l'Omloop Enfin, en tout cas, ça, il pourrait le Ouais. gagner ouais, sans être à 100%. Ouais. parce que ouais, je me dis que quelqu'un comme Van Aert ou comme Van Der Poel, après Van Der Poel ne le fait pas, je pense, mais eux n'ont pas besoin d'être à 100% C'est vrai. Donc, ouais, je sais pas. Mais après, ça doit certainement être difficile à faire, puisque personne ne l'a fait. Mais ouais, je sais pas du tout. On verra On peut-être Van verra, Aert cette ouais. année, peut-être Arnaud, qui sait. Ouais, ouais, ça serait une Mais belle surprise, ça. Ouais, c'est une belle surprise. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, notamment en France, hein, on sait qu'on a pas mal d'auditeurs français, tu viens de la région la plus, je ne vais pas dire montagneuse, mais en tout cas la plus vallonnée de Belgique. Les Ouais, pavés, on ne connaît pas trop en tous les cas, on est plus sur du bon bitume dans l'Ardenne belge. Les courses pavées, c'est quelque chose qui, toi, ça te faisait, entre guillemets, peur, ou au contraire, ça t'émoustillait, ou... Parce que je pense que tu n'en as pas beaucoup couru, si je ne m'abuse. C'est non, quelque j'en ai chose pas qui couru te, beaucoup. ouais, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé de courir justement, parce que c'est un exercice en soi, évidemment, assez Ouais, c'est un particulier. exercice. Bah, dans les catégories d'âge, j'en ai fait. Après, le problème, c'est que j'étais pas assez fort, parce que sur les pavés, c'est quand même vraiment dur. Donc, allez, je souffrais trop dans les pavés, donc je prenais pas spécialement du plaisir. Mhm. Et alors, autrement, ouais, c'est quelque chose qui est sympa. Rouler sur le pavé, c'est quelque chose de sympa, on s'entend, hein, mais c'est quelque chose d'agréable quand même. Le seul souci, c'est du fait que j'étais pas le plus frotteur. Ben, vu que c'est la guerre avant chaque entrée dans les pavés, ben, c'était un peu compliqué pour moi à ce niveau-là. Et donc, je veux dire, j'ai un peu le profil pour, parce que je suis quand même pas petit, je suis pas léger non plus, je suis pas trop lourd, enfin, je suis, on va dire, normal dans le monde professionnel, parce que dans la vraie vie, on me dira que je suis maigre, mais dans le monde professionnel, j'étais normal. Donc, j'avais, on va dire, le profil adéquat pour faire ça.
mais du fait de mes petits soucis pour frotter et tout ça, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, ouais. Après, ouais, j'avais le profil pour, mais c'est pas spécialement ça qui m'intéressait le plus, ouais. Pourtant, c'est quand même des courses qui parlent à beaucoup de monde, même les Français. Moi, je suis souvent étonné quand tu leur demandes leur course préférée. Il y en a plein qui répondent le Rund même avant Paris-Roubaix. Mais je pense que le truc qui ressort tout le temps, c'est l'ambiance, en fait. Ouais, c'est vrai que l'ambiance, elle est folle, hein. Surtout maintenant qu'ils montent 3 fois c'est le Vieux-Quarmont, c'est ça? Le Cormont, ouais. Maintenant, avec ça, qu'ils montent 3 fois le Vieux-Quarmont, super dur, toute la tonnelle VIP et tout, là, ça donne un petit cachet, hein, comme ça. Donc, ouais. Ok, en tout cas, de toute façon, on sera au rendez-vous devant le poste pour regarder le Newsblatt. Nous, on a hâte de ça. Le début de saison, Axel, comme tu disais, et comme on a de toute façon, nous aussi, l'habitude de le dire chaque année sur le petit plateau, c'est le Newsblatt. Donc, on sera devant le poste. Axel, encore un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, c'était hyper sympa de partager comme ça avec toi. De rien, merci aussi. Et les gars, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, que ce soit le débrief, que ce soit une preview des autres Flandriennes, on verra bien. Mais on rediscute très très rapidement. Allez, ciao tout le monde. Ciao.